Alors bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, chez moi ça va très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons commencer une autre série de vidéos sur le CSS. Cette série sera sûrement un peu plus longue que la série sur le HTML pour la simple et bonne raison que le CSS est naturellement plus compliqué que le HTML. Alors le CSS, ça signifie Cascading Style Sheet. C'est tout simplement un langage de programmation qui va nous permettre juste en fait de mettre en page, en fait, mettre en forme notre document HTML. Alors, pour bien se faire, on peut placer le CSS à trois niveaux dans le code. Le tout premier niveau, c'est ce qu'on a eu à le faire. On a même déjà eu une petite expérience avec le CSS dans la balise head, en fait, voilà, avec la balise style. Ok, donc dans la balise style, vous pouvez définir en fait l'ensemble de la mise en forme en fait de votre document HTML sans souci. On peut également mettre en fait un peu de CSS directement dans une balise définie. Par exemple, si je viens voir, je vais relancer déjà mon serveur avec live server ici. Donc, supposons que je veux mettre en fait en forme en fait à ce titre-là directement. Je peux directement venir ici à l'intérieur. Hop, ça, je reviens avec un CTRL Z. Voilà. Et là, je vais utiliser juste un attribut qui sera style. Et dans style, je peux mettre le propriété que je souhaite avoir. Déjà, je peux passer déjà la propriété color ici, que je vais définir à beige, par exemple, un exemple. Et juste devant, je vais mettre encore une autre propriété qui sera background, ok, background color, qui sera à black, ici, ok. Et là, je mets toujours un point virgule, puisque les instructions CSS, en fait, se terminent par des points virgules. Et après ça, je vais mettre en fait un texte align, ok. Et là, je vais mettre center. Donc, quand je vais revenir sur mon navigateur, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Il a mis en forme en fait mon titre ici. Donc, il a mis en fait la couleur du texte en beige, ce qui est un peu, voilà, c'est ressemblant à cette couleur-là que vous voyez un peu juste au-dessus ici de mon navigateur. Il a mis l'arrière-plan en noir et il a centré le texte au milieu. Donc, vous voyez un tout petit peu. Donc, ça déjà, c'est une autre façon en fait de faire du CSS. Mais dans les deux cas, en fait, il y a des limitations. Par exemple, ici, par exemple, dans ce format-là, vous voyez carrément qu'on met le tout aligné les unes à la suite des autres. Ce qui fait que lorsqu'on a beaucoup de propriétés à traiter, ben, on est un peu limité en fait, voilà, puisqu'on n'arrive pas à bien gérer l'ensemble des propriétés sur une seule ligne. Ok, alors cette méthode-là est beaucoup mieux que la précédente, voilà, parce que lui au moins nous permet en fait de mettre en page correctement avec le tout à la ligne correctement, ce qui facilite la lecture, voilà, sur le plan humain. Ok, alors la troisième façon reste toujours la meilleure. Ça en fait, il suffit de créer une feuille de style et la feuille de style là, c'est tout simplement une feuille qu'on va appeler style.css. Peu importe le nom ici, l'essentiel là, c'est l'extension .css. D'accord? Vous devez tout faire en sorte que l'extension reste à .css. Quant au nom, vous pouvez la nommer comme vous souhaitez. Et à l'intérieur ici maintenant, on va directement définir nos différents styles ici. Donc, pour éviter en fait, voilà, qu'il y ait un changement brusque, je vais couper ce style-là. Je fais CTRL X. D'accord? Donc, ce qui fait que ça n'a plus d'importance. Je vais le supprimer et je vais venir coller ça ici. Après ça, je vais revenir, je vais copier le style que j'ai mis à l'intérieur ici. Donc, je coupe ça, CTRL X, d'accord, et je vais supprimer également l'attribut style ici, qui ne sert plus à grand chose. Et là maintenant, je vais juste venir dire ici que le H1, d'accord, ici c'est le H1 que j'appelle, et voilà, et je vais coller ces attributs-là. Donc là, vous voyez que ça fonctionne également, mais voilà, on peut faire de retour à la ligne ici. Ok, bon, les propriétés sont là. Si vous revenez sur votre navigateur correctement, vous allez voir que voilà, tous les styles qu'on avait affectés a disparu. Ce qui est correct, hein, puisque ici, on a certes déplacé le style, mais on l'a pas lié la feuille de style ici. D'accord? Donc, on va faire la liaison avec la feuille de style. Pour ça, je reviens dans le HTML et je viens dans le hit, dans la balise hit en haut ici. Ok, là où il y avait style. Et je vais utiliser ici une balise qu'on appelle la link. La balise link en fait permet de lier plusieurs éléments. Voilà. Maintenant, je vais faire un link en CSS ici. Donc, en fait, un link de type CSS, il va faire apparaître deux attributs.
l'attribut rel pour relation qui indique en fait le type en fait de liaison qu'on souhaite créer. Et là, on dit en fait que c'est une feuille de style style sheet. Et le href en fait, c'est le nom du, du fichier ou du moins l'adresse complète, la localisation complète en fait du fichier dans votre système ici. D'accord? Donc là, je l'ai nommé style.css et par défaut en fait, il affiche style.css. Si j'avais nommé ça autrement, voilà, il fallait en fait que je place le même nom ici. Donc si je reviens dans mon navigateur, voilà, les styles qu'on avait affectés en fait sont à nouveau présents ici. Donc voilà, donc tout est correct, il n'y a pas de souci ici. D'accord. Alors maintenant, on a vu comment est-ce qu'on peut lier en fait une feuille de style à un document HTML. Maintenant, nous allons passer un tout peu à quelques propriétés de la feuille de style avant l'arrêt pour une autre vidéo. La première chose que nous allons voir ici, c'est la gestion des couleurs. Regardez par exemple quand je suis venu ici, j'ai placé en fait ici une couleur, l'only en fait, j'ai placé une couleur à lime. Si vous venez voir un peu, regardez si on affiche, voilà, il y a un élément en fait ici, voilà, ça ici, l'only qui a la couleur lime ici. Bon, c'est un élément de type inline. Donc bon, je vais revenir choisir, voilà. Par exemple, ce paragraphe là ici, que j'ai mis le background à brown et la couleur à bisque. D'accord? Si vous venez voir le paragraphe qui a l'attribut para, c'est celui-là, si je ne m'abuse ici. Voilà ici. D'accord? Vous voyez en fait que la couleur, voilà, c'est du brun correctement. Mais la couleur, on l'a indiqué par un mot, en fait. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle en fait des couleurs prédéfinies en fait dans le navigateur. Mais pour définir une couleur, il y a plusieurs façons de le faire. On peut indiquer la couleur ici. Voilà, regardez même quand je mets mon curseur dessus. Visual Studio en fait m'affiche voilà, une palette de couleurs et m'indique la couleur qui a été définie. Donc, la couleur brune en fait correspond à une couleur de type RGB 165, 42 et 42. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur RGB? La couleur RGB est une composition de couleurs sur trois couches, le rouge, le vert et le bleu. Donc RGB en anglais c'est Red, Green et Blue. Et RVB, la version française, rouge, vert, bleu. OK? Alors, pour utiliser une couleur RGB, sachez en fait que, par exemple ici, si je veux recopier ça, d'accord, il me dit clairement que c'est du 165, 42, 42. Voilà, je vais venir ici, je vais remplacer ça par une couleur RGB. Et pour le faire, rien de plus simple, on va juste taper RGB, ainsi. Et là, il va me donner la composition du rouge, 165. Il me donne la composition du vert, 42. Et la composition du bleu, je dis 42 ici. Donc là, j'aurai exactement la même couleur, le brown ici. Voilà. Vous voyez en fait la couleur, ça n'a pas changé grand-chose ici. D'accord? Alors, quelles sont les limites en fait de chaque couche? Sachez que la couche RVB ou RGB en fait compose la couleur de 0 à 255. Ce qui signifie qu'à 165 ici, voilà, nous sommes entre 0 et 255. Plus de 255 en fait, la valeur est ignorée. Et moins de 0, la valeur est également ignorée. Il n'y a pas de couche négative ici. D'accord? Donc là, si je place ça du 255 ici, et là également, je place ça du 255, et ensuite ici, je place ça du 255, il va m'afficher une couleur blanche. C'est-à-dire la couleur à défaut, lorsque toutes les couches en fait sont à leur maximum, c'est le blanc. OK? Et ainsi de suite, si je viens, je place 0, 0 et 0 ici, voilà, la couleur qui sera affichée, c'est le noir. Et ça aussi, c'est correct, puisqu'en réalité, lorsqu'il n'y a aucune couche en fait, c'est le noir total. La lumière vient avec les couleurs dans la composition RGB. D'accord? Donc là, il me dit c'est du noir ici. Et exactement quand vous allez venir voir la couleur black ici, regardez, il va vous afficher la composition et vous dira que c'est du RGB 000. Alors, après le RGB, il y a une variante qui s'appelle le RGBA, qui ajoute en fait une quatrième couche qu'on va appeler la couche alpha. Alors, la couche alpha permet de gérer l'opacité entre 0 et 1. 1, totalement opaque, on voit tout. Et 0, en fait, totalement transparent. Donc, si je fais en fait 0,50, je serai en fait à 50% d'opacité. Si je viens voir un peu, vous allez voir en fait que ça fait une couleur grise terre façon là. D'accord? Et si vous venez, vous placez ça à 0, voilà, la couleur sera inexistante. Il va totalement l'effacer. Voilà. Vous voyez qu'il est carrément, il fait un fondu total en fait. Ok. Et là maintenant, si je lui place A1, c'est la valeur par défaut. Lorsque vous ne mettez pas de couche alpha, il sera bien noir ici, bien visible. Alors, on a une autre composition de couleurs que le RGB, le RGBA. On a ce qu'on va appeler le HSL. Donc, si vous faites HSL ici, alors la composition HSL est également définie sur trois couches en fait la couleur. La composition HU qui signifie teinte,
la couche saturation qui va définir en fait le degré de saturation de la couleur et on va la lightness qui va donner l'intensité de la lumière qu'on souhaite dans la couleur, d'accord? Donc la roue, comme je vous ai dit, c'est tout simplement une teinte et elle va définir la couleur sur la roue chromatique. En d'autres termes, en fait, la roue, c'est tout simplement un angle en fait, que l'on donne entre 0 et 360 qui va définir une couleur. Donc, on a 360 compositions, d'accord? On a également ce qu'on va appeler la saturation qui va définir la lumière, l'intensité en pourcentage entre 0 et 100%, et la lightness qui va définir également la lumière entre 0 et 100%, d'accord? Donc, par exemple, si je mets une roue de 1, bon, disons une roue de 75, un exemple, je vais définir une couleur au hasard entre 75. La saturation, je le place à 100%. Et la lightness, je le place à 100%. On va voir la couleur qui va me composer, c'est du blanc parfait. Donc, c'est-à-dire que si je réduis la couleur à 50% ici, et je mets la saturation à 75, voilà, donc il me donne en fait cette couleur-là, le vert ici. D'accord? Avec Visual Studio Code, en fait, c'est très facile de définir une couleur. Regardez, par exemple, il suffit juste de glisser là et là. Vous choisissez déjà le code, en fait, la teinte, puisque c'est ça qui est la roue chromatique qui va définir la teinte. Si vous voyez un peu, c'est juste cette valeur-là qui change, la première valeur. Donc, vous voyez que quand vous glissez, vous pouvez choisir ça. Je dis ça. Et ça, voilà, vous allez définir la luminosité à l'intérieur, ici, entre 0, où il n'y a rien du tout, c'est noir ici, et 100%, voilà, où tout y est. Donc, je vais dire ici 50% ici. Là, je vais définir maintenant, voilà, et là, je peux changer carrément l'ensemble des couches en définissant juste le point. Là, quand vous bougez, en fait, hein, c'est juste la teinte qui ne change pas. Donc là, si je cale ça ici, voilà, c'est donc cette couleur-là que je souhaite avoir. Si je reviens dans mon navigateur, effectivement, la couleur a été affectée. On a également la composition HSLA ici. Voilà, je peux mettre également dessus une couche alpha si vous souhaitez. Voilà, entre 0 et 1. Donc là, si je mets 1, ça ne va pas changer. 0 ici. Voilà, donc il va définir la couleur en fondu également ici, comme de l'autre côté ici. D'accord? Donc voilà. Donc on a vu en fait quatre façons de gérer les couleurs. En fait, 5 maintenant, puisqu'on a déjà les codes couleurs déjà qui existent, brown, lime, aqua également. On a les deux solutions RGB, RGB et RGBA, les deux solutions HSL, HSL et HSLA. D'accord? Donc, c'est facile en fait de gérer des couleurs avec ça. Maintenant, nous allons voir les dimensions, la façon de gérer les dimensions pour un document défini. Après quoi, maintenant, nous allons mettre fin à cette vidéo pour la prochaine vidéo. Cette vidéo est une vidéo introductive en fait au CSS ici. Donc, déjà, on va voir déjà comment est-ce qu'on peut gérer voilà, la, la largeur en fait et la hauteur de ce document-là. Donc, on va venir en fait, on va gérer la largeur et la hauteur de notre élément ici, le div ici. Et déjà pour ça, je vais déjà lui mettre une couche alpha de 1 ici, ce qui va le rendre un peu plus, voilà, plus joli, foncé. Voilà, c'est bon ici. Donc maintenant, pour gérer la largeur, on a la propriété width ici, qui va permettre de gérer la largeur ici. D'accord? Donc, on a la propriété width en fait qui contient certains attributs spéciaux, qu'on va appeler le fit content, le max content et le min content ici. Maintenant, on a la méthode auto qui est déjà définie par défaut. On peut également lui passer une dimension. Supposons par exemple que je lui dise ça. Définir ça sur 200 pixels. Un exemple. Quand je vais revenir dans mon navigateur, ici, voilà, il va définir carrément mon document sur 200 pixels en fait de largeur. D'accord, ici. OK? Et après ça, on peut revenir encore ici. Je lui dis en fait que, bon, ça, 200 pixels, c'est un peu peu. Je veux que tu la définisses à 500 pixels. Encore un exemple. Et là, vous allez voir qu'il sera défini à 500 pixels de largeur. Vous voyez que là, la hauteur est automatiquement définie en fonction de la largeur. Je peux bien notamment venir faire une height ici de peut-être 400 pixels. C'est un exemple ici. Mais si je reviens, vous allez voir si ça n'a pas suffi. Donc, pour vérifier ça, c'est très simple ici. On va venir afficher notre console. Donc, on va venir faire inspecter ici. Et là, on va voir en fait notre document HTML qu'on a écrit de l'autre côté. Donc, tout ça, c'est le document. Ce qu'on va venir faire, c'est très simple. On va juste venir dire ici que c'est là. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est dans la section ici. On va duplier la section. Et là, normalement, il doit être ici. Donc, c'est ce paragraphe-là. Donc, quand vous cliquez sur le paragraphe, regardez, quand je viens, je clique là-dessus. Regardez ce qui me montre en fait les limites de mon paragraphe. Donc, je vais en fait faire monter ça un peu. Vous allez voir un peu. Quand je reviens ici, voici les limites de mon paragraphe qu'il m'affiche ici. D'accord?
Voilà, donc cela signifie en fait que la dimension que j'ai donnée, ça passe un peu, ça passe bien même. Je vais venir en fait par ici, je vais donner une dimension beaucoup plus petite, disons peut-être 200. Et là, vous allez voir un peu la contenance que j'expliquais tout à l'heure. Si je reviens maintenant et que je clique ici, voilà. Donc, en fait, vous voyez que mon texte, en fait, dépasse un tout petit peu mon conteneur. Regardez, vous allez voir que du texte qui sera en dessous ici. Voilà, ça c'est du texte ici qui dépasse en fait de mon conteneur. Pourquoi? Parce que j'ai figé en fait ça. D'accord? Bien évidemment, il y a en fait une solution de gérer ça ici. D'accord? Donc, on peut venir ici, par exemple, on va utiliser la propriété overwrite, overflow. Voilà, et là, je vais faire en fait hidden. Par exemple, ici, je vais faire overflow hidden. Si je reviens, vous allez voir que le texte qui dépassait a été supprimé, puisque je l'ai dit. Quand le texte, en fait, pas le texte seulement, quand un conteneur dépasse les limites du conteneur, voilà, je veux que tu la supprimes. Donc là, il l'a supprimé correctement, d'accord? Et là, il y a plusieurs attributs. Il y a le auto qui sera géré automatiquement. Si je viens, par exemple, ici, vous allez voir que il va définir un scroll bar pour scroller et visiter en fait tout le texte ici. D'accord? Donc, vous pouvez définir de vous-même en fait le comportement. Par exemple, si je fais scroll, là, si je reviens, il va scroller automatiquement ici. D'accord? Donc là, en fait, quand j'ai dit overflow, voilà, je n'ai pas défini dans quel sens est-ce que je vais gérer les débordements. Dans quel que soit le sens, je veux que tu scrolles. Maintenant, on peut spécifier dans quel sens on veut gérer le débordement. On peut dire en fait overflow Y, si en fait, regardez, il le spécifie ici. Voilà, lorsqu'en réalité, il y a un overflow sur la verticale, on a le overflow Y pour un débordement sur l'horizontale ici. D'accord? Donc là, je fais overflow Y ici. Et là, je peux le dire scroll. Donc, je peux supprimer cette partie-là, ça devient la même chose. Si je viens ici, par exemple ici, voilà, vous allez voir qu'il va gérer également le scroll ici, puisque le overflow se fait sur le sens de la verticale ici. Et donc là, c'est un overflow sur Y, ce qui est correct ici. Donc, après ça, il y a les unités que je vais vous présenter en même temps. Par exemple, ici, on a le pixel ici qu'on a utilisé, mais on n'a pas que le pixel comme unité. On a le point, par exemple, ici, voilà, qui va devenir pratiquement la même chose, pas une grande différence ici. Bon, quand même, ça marque quand même un peu plus, voilà. Donc, le point également permet de définir des dimensions. On a les pourcentages. Là, par exemple, je veux lui dire que je veux que tu prennes 50% correctement. Et là, si je reviens ici dans mon navigateur, il va occuper 50% de la largeur en fait de mon navigateur, ce qui est correct. 50% de ça, ça donne ça ici. D'accord? Voilà. Et là, vous allez voir que quand je vais faire ça, ça va jouer en fait sur ça, puisque il va composer en fait la largeur de ça en fonction des dimensions du navigateur ici. D'accord? On a également, en plus du pourcentage, on a ce qu'on va appeler le VH, par exemple, et le VW, le viewport width, et le viewport height. Donc, le viewport width, par exemple, ici, va définir ça comme un pourcentage par unité de largeur. D'accord, par exemple. D'accord. Donc, quand je dis 50%, 50 VW, 50 viewport width ici, c'est comme si je disais 50%, ça revient à la même chose. Et là, quand je vais jouer sur ça, voilà, vous voyez qu'en fait, il occupe pratiquement les 50% de la largeur ici. Donc là, je peux le dire également que pas à 75%, peu importe, ça va fonctionner toujours pareil ici. Voilà, donc là, quand vous allez scroller, voilà, ça donne ça. Donc 75% du viewport width ici. Donc, je pense que c'est bon pour cette vidéo. C'était une vidéo introductive au CSS. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment pousser un tout petit peu la mise en page un peu plus loin en voyant le modèle des boîtes, la gestion des textes et plein d'autres choses. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.